Je suis tombé récemment sur un subreddit qui posait une question intéressante. Est-ce qu'il existe encore des chaînes YouTube en France qui parlent vraiment de manga et d'anime? Cette question soulève un vrai paradoxe dans le YouTube Manga Game. On est quand même le deuxième pays au monde, après le Japon, en matière de consommation de manga et d'anime. On a un accès incroyable à ces œuvres. La plupart des mangas édités au Japon arrivent rapidement chez nous grâce aux nombreux éditeurs qui existent en France. Certains mangaka japonais s'inspirent même de notre culture et de notre histoire pour faire des mangas. Il existe aussi des auteurs français comme ceux de Radiant ou de Dreamland qui réussissent à publier leurs mangas au Japon. Et pourtant, quand on pense à YouTube et manga en France, quels noms viennent en tête? Stag, Mastu, Kevin Tran. Ces créateurs ne parlent même pas directement de manga, leur contenu avant tout c'est du divertissement, mais avec une direction artistique qui montre quand même qu'ils aiment bien les mangas, et certains d'entre eux ont même commencé à publier des mangas. Mais c'est bizarre, non? On pourrait s'attendre à ce que les noms qui ressortent soient des créateurs dont tous les contenus tournent autour des mangas et des animés. Quand on cherche un peu, on a certains noms qui reviennent. On a le chef otaku, le Mon Corvo ou Mademoiselle Soso. Mais sur les trois que je viens de citer, il y en a un qui ne parle que de One Piece et les deux autres se concentrent beaucoup plus sur les mangas du Shonen Jump et sur les différentes méta de YouTube. Et c'est là que le paradoxe s'intensifie. Où sont les chaînes qui parlent de manga hors du Shonen Jump? Où sont celles qui mettent en lumière des œuvres différentes? La réponse est simple. Beaucoup ont arrêté de poster ou stagnent avec très peu d'abonnés. Mais alors, pourquoi ce paradoxe? On pourrait parler de tellement de mangas et d'animés, mais non, les vidéos les plus populaires restent focalisées sur le Shonen Jump ou sur du pur divertissement. Est-ce que la passion du manga a disparu parce qu'il est devenu trop grand public? Est-ce que c'est parce que Footix du 37 qui ne connaît que Naruto s'auto-proclame expert du manga? Est-ce que c'est juste moi qui est un genre élitiste de merde qui trouve que le YouTube manga c'était mieux avant et qui vous demande au passage de vous abonner? On ne répondra à aucune de ces questions aujourd'hui. Parce que en fait, on va se concentrer sur une qui nous intéresse vraiment. Est-ce que le YouTube Manga Game est coincé dans une boucle? Avant de commencer, petite précision, ce que je vais vous partager ici, c'est mon avis personnel sur l'état actuel du YouTube Manga Game. Si vous ne partagez pas le même avis que moi et que vous avez des contre-exemples qui détruisent toute la logique de ma vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et à ne pas oublier le petit pouce bleu, c'est fait pour ça. Reprenons maintenant la question posée sur ce subreddit. Des chaînes YouTube manga et animés intéressants? L'utilisateur derrière cette question semble mécontent des lignes éditoriales actuelles de certaines chaînes YouTube. Il trouve qu'il manque de diversité et que les chaînes ultra spécialisées dans une seule œuvre ne l'intéressent pas vraiment. Ce qu'il cherche, c'est une chaîne qui parle de manga et d'anime de manière générale. On pourrait s'attendre à ce que les réponses mettent en avant des chaînes YouTube récentes. Et pourtant, c'est pas forcément le cas. On a certaines recommandations qui parlent de chaînes YouTube comme Yurin qui propose des vidéos en mode storytelling. On a quelques recommandations qui parlent de chaînes YouTube comme Manga Trash, connu pour ses tops un peu déguisés. On a encore 2-3 recommandations pour des podcasts diffusés sur Twitch comme Mangasur qui parlent souvent d'actualité. Mais la principale recommandation, ce sont des chaînes YouTube qui n'ont plus posté de vidéos depuis presque 10 ans.
Pourquoi recommande-t-on encore aujourd'hui des chaînes inactives? Est-ce que c'est par nostalgie ou est-ce que depuis cette époque, le YouTube Manga Game généraliste n'a rien produit de mieux? Est-ce que tout ce qui arrivait après est perçu comme inférieur? Pour comprendre ces réponses, il faut remonter dans le temps. Revenons ensemble au début du YouTube Manga Game. À l'époque où YouTube était une petite plateforme où la monétisation venait à peine de commencer et où Squeezie n'était pas numéro 1, mais numéro 3. Au tout début de YouTube, vers 2010, les créateurs qui postaient des vidéos étaient avant tout des passionnés. Ils voulaient simplement partager ce qu'ils aimaient, que ce soit des jeux vidéo, des storytime sur leur vie personnelle ou encore des mangas. C'est justement à cette époque que le YouTube Manga Game a vu le jour. À ses débuts, tout le monde pouvait y participer. Il suffisait juste d'avoir une bonne connexion internet et de savoir utiliser un logiciel de montage. Les créateurs partageaient leurs coups de cœur, leurs analyses et essayaient de faire découvrir des œuvres qui étaient sous-cotées. C'est ainsi que la première génération de vidéastes s'est fait connaître en parlant de manga et d'anime, avec des analyses qui nous donnaient envie de découvrir par nous-mêmes l'œuvre en question. Par exemple, c'est grâce au chef otaku que j'ai pu découvrir des classiques comme Gantz ou Berserk. De son côté, Mr. Enzor m'a fait connaître un animé méconnu, Phantom Requiem for the Phantom. Ces deux créateurs étaient parmi les plus populaires de cette époque. Leurs communautés respectives se livraient une sorte de guerre pour savoir qui était numéro 1, même si en vrai, ça n'avait pas de sens, on s'en foutait. Cette visibilité a inspiré beaucoup de nouveaux créateurs à se lancer sur le YouTube Manga Game. Ils proposaient des chroniques sur leurs œuvres favorites avec la méta de l'époque, un mélange d'analyse et d'humour. C'était une époque où la passion primait avant tout, et ce qui a permis à ce genre de vidéo de véritablement exploser. Pour preuve, voici une compilation des créateurs que j'adorais à cette époque. À cette époque, tous ceux qui parlaient de près ou de loin de manga faisaient partie du game, que ce soit les podcasts, les parodies ou même les gars qui jouaient aux jeux vidéo, tout le monde était inclus. C'est normal, ils étaient pas beaucoup et les créateurs qui parlaient vraiment de manga et d'anime, vu le peu de nombre qu'ils étaient, se connaissaient plus ou moins. Et ceux qui avaient un peu plus de visibilité que les autres, n'hésitez pas à mettre en avant les petits créateurs dans certaines de leurs vidéos. C'était vraiment une boucle vertueuse où chacun poussait l'autre vers le haut. Mais soyons honnêtes, cette dynamique a vite atteint un plafond de verre. Les vidéos sur les mangas étaient une véritable niche à l'époque. Même si niveau créativité et mise en lumière d'œuvres sous-cotées, c'était formidable. La réalité a rapidement rattrapé ce petit monde. Beaucoup de créateurs ont fini par arrêter de poster des vidéos pour plusieurs raisons. YouTube ne rémunérait pas assez par rapport au temps investi. Certains n'ont pas supporté leur nouvelle notoriété et d'autres ont dû faire face à des problèmes personnels. Cela peut se comprendre. À cette époque, on ne savait pas si c'était possible de vivre de YouTube et beaucoup de créateurs faisaient des vidéos manga par passion. On aurait pu croire que c'était la fin du YouTube Manga Game, rapide et éphémère. Mais non, une nouvelle méta est arrivée, accompagnée d'un tout nouveau public. Mais est-ce vraiment une bonne chose ? À un moment, Internet a explosé dans les foyers du monde entier. Conséquence, une nouvelle vague de public a débarqué sur le web, ce qui a boosté la visibilité de certaines plateformes, notamment YouTube, aidé par Google. Cette montée en popularité était tellement forte que les créateurs de YouTube ont commencé à faire des apparitions à la télévision. Avec cette nouvelle visibilité, un public souvent jeune a découvert la plateforme en masse. En parallèle, le monde de l'animation et du manga était lui aussi en plein essor.
Les grands titres du Shonen Jump de l'époque, One Piece, Naruto, Bleach, ont marqué une nouvelle génération. Un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis l'époque de Dragon Ball et du Club Dorothée. Pourquoi ce regard d'intérêt? Tout simplement parce qu'il est devenu plus facile de se procurer des mangas, que ce soit en supermarché ou en librairie. Et pour les animés, au départ il y avait les sites pirates qui proposaient les derniers épisodes en VOSTFR, avec une qualité parfois discutable. Mais il y a eu aussi l'émergence des plateformes de streaming telles que Netflix, ADN et Crunchyroll qui permet de regarder des animés presque en direct du Japon. Tous ces éléments réunis ont permis à une nouvelle génération de devenir fan de manga et d'anime et de chercher des contenus sur ce qu'ils aiment. Logiquement, on pourrait penser que ça aurait aussi boosté les vues des créateurs qui parlaient d'œuvres moins populaires, parce que sûrement ils veulent découvrir de nouvelles œuvres. Mais en réalité, pas du tout. Parce que oui, t'as Footix du 37, le fameux, qui a juste vu Naruto, qui voit du contenu sur Naruto, et dès qu'il voit un autre contenu qui parle pas de Naruto, bah il dit c'est de la merde. Après, ça se autoproclame expert du manga. Donc arrête de chercher la merde et instruis-toi un peu dans le domaine du manga et d'animé, arrête de parler si tu connais pas et va jouer au foot, espèce de connard. Ce nouveau public, souvent jeune, venait sur YouTube pour des vidéos sur les grosses séries populaires. Leur but, savoir c'est qui a la plus grosse entre Kid Buu et Buan. Et au même moment, YouTube est devenu une plateforme où il était enfin possible de gagner sa vie. Résultat, les créateurs ont dû faire un choix, s'adapter ou pas. Certains ont sauté dans le train, d'autres non. Ceux qui ont refusé de s'adapter ont peu à peu arrêté de poster des vidéos. Peut-être parce que cette nouvelle méta ne leur plaisait pas ou à cause des problèmes qu'on a évoqués précédemment. Quoi qu'il en soit, leur départ a laissé un vide, abandonnant un public qui adorait leur contenu. Peut-être que l'auteur de ce fameux subreddit faisait partie de ces spectateurs délaissés. En revanche, ceux qui ont accepté le changement ont vu leur vue exploser et de nouveaux créateurs ont émergé, comme Lucas TV, qui lui à la base faisait des let's play sur des jeux vidéo de manga, mais en se lançant dans les top mangas, il a rapidement trouvé le succès. On peut aussi citer Gonzaro, qui était spécialisé dans les reviews de chapitres sur presque tous les mangas populaires du moment, même si bon, lui, il a littéralement tout supprimé. On aurait pu croire que comme toutes les autres méta de YouTube, ceci allait être passager, mais non, elle continue encore aujourd'hui. En plus, dans la méta top review, on a rajouté les réacs, qui pour moi en vrai c'est du contenu de merde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Random du 78 regarde One Piece pour la première fois, qu'il le regarde tout seul dans son coin, j'en ai rien à foutre. Bref, même si c'est un type de contenu que j'apprécie pas particulièrement, il faut reconnaître qu'il a sa place, simplement parce que il a trouvé son public. C'est vraiment du contenu, je débranche mon cerveau. Mais ce qui est surprenant, c'est que à côté de ces formats ultra populaires, une nouvelle boucle a émergé sur le côté, celle de la niche dans la niche. Une approche qui, dans un monde normal, n'aurait jamais dû fonctionner. Et pourtant, elle a trouvé son public. Avec le grand public qui continue à arriver en masse sur YouTube, on commence à voir que tous les contenus commencent à se lisser pour parler de la même chose, les mangas ultra populaires que le grand public aime bien. Et bizarrement, quand on parle de mangas ultra populaires que tout le monde connaît, ils viennent tous du même endroit, à savoir le Shonen Jump, cette véritable usine à hits. Il n'a pas fallu longtemps pour que des créateurs se spécialisent et fassent du contenu dédié à un seul manga. C'est ainsi que des games spécifiques ont vu le jour. Le One Piece Game avec des chaînes comme One Piece Passion avec le Doc, le Mon Corvo ou Goji, le Dragon Ball Game avec DB Time ou encore le Hunter x Hunter Game avec Hunter x Hunter 404 et tous les trolls de Twitter qui aiment bien parler de Hunter x Hunter. En gros, prenez n'importe quel manga ultra populaire du Shonen Jump et vous trouverez un créateur qui lui consacre tout son contenu. Certains vont même plus loin en parlant exclusivement du Shonen Jump en lui-même. Coucou Otakult. Ce qui me dérange dans ce game, c'est que toutes les grandes analyses, tu sais, celles qui plongent vraiment dans le cœur des mangas et des animés, qui explorent les vrais thèmes, les aspirations des auteurs, ce que ça raconte vraiment. Bref, la branlette intellectuelle. Mais dans le bon sens du terme, ce qui peut transformer une vidéo en banger, et tout ça, c'est que dans les vidéos One Piece aujourd'hui. Attention, je sais que One Piece est une œuvre incroyable, une légende même, mais je trouve ça dommage que ce niveau d'analyse soit presque exclusivement réservé à One Piece, et à son temps aussi à l'Attaque des Titans. Comme si le reste des mangas n'existait pas, et que ceux qui sont aimés par les bandeurs de hype
ont le droit à ce type de contenu. En parallèle, on remarque aussi que les vidéos qui parlent de manga en général, tu sais là, les vidéos qui ne se concentrent pas juste sur les gros titres du Shonen Jump, sont de plus en plus invisibilisées. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un peu d'espoir? Voyons ensemble ce que c'est la méta actuelle et si elle peut encore laisser une place à ce type de contenu, les vidéos sur les mangas en général. Après avoir exploré toutes ces boucles, une question se pose. Est-ce que le YouTube manga généraliste a complètement disparu aujourd'hui? La réponse, c'est non. Il existe encore, mais il a pris une nouvelle forme. Vous l'avez sûrement remarqué, mais je n'ai pas encore parlé du YouTube Game animé. Parce que pour moi, ce game représente une alternative intéressante. Certes, il est rempli de titres putaclic pour attirer les vues, mais quand on regarde le contenu, il est souvent d'assez bonne qualité. Oui, on y trouve aussi des vidéos qui surfent sur l'actualité, comme les animés de saison qui sortent tous les trimestres, ou les adaptations animées des gros titres du Shonen Jump. Mais contrairement au YouTube manga classique, ici les créateurs prennent des risques, quitte à faire des gros beats sa mère. Il y a eu aussi la récente boucle du storytelling. Ce format a permis à plusieurs créateurs de se faire un petit nom, même si en réalité c'est plutôt la forme qui a changé que plutôt le fond, parce que le fond c'est de raconter des histoires sur les mangas, et ça on le fait depuis le début. Il y a eu aussi une autre récente boucle que personnellement je ne comprends pas, c'est celle des achats manga. Alors oui, cette méta permet de faire découvrir des œuvres à un plus grand public, et ça c'est bien, mais quand une vidéo se résume à « j'ai acheté ça, c'était bien, allez le lire », sans aucun argument, franchement, où est l'intérêt? Après, si ce genre de contenu trouve son public, pourquoi pas? Mais pour moi, ça reste quand même un mystère. Alors, pour répondre à la fameuse question posée sur le subreddit, est-ce qu'il existe encore des chaînes YouTube intéressantes sur les mangas et les animés? La réponse est oui, mais le problème c'est que les chaînes qui parlent de mangas en général sont coincées dans une boucle infernale, le manque de visibilité. Les vidéos sur les titres ultra populaires du Shonen Jump comme One Piece prennent la majorité de l'attention. Et pour les restes des créateurs, des maigres miettes. Vraiment, le reste quoi. C'est une des raisons pour lesquelles les nouveaux créateurs youtubeurs commencent souvent par faire des vidéos sur One Piece avant de proposer autre chose. Le meilleur exemple de cette stratégie, c'est Mush. Mais alors, que faire pour que les vidéos sur les mangas généralistes redeviennent populaires? Est-ce qu'il faut demander aux gros créateurs de mettre en avant les plus petits? Est-ce que on doit enfin insulter Footix du 37, ce bandeur de hype, pour qu'il arrête de monopoliser l'attention avec ses avis douteux, traductions, ferme ta gueule? Ou alors, on doit espérer un downfall du Shonen Jump pour que les gens arrêtent de les sucer? Franchement, aucune de ces options ne semble viable. Pour moi, la vraie solution, c'est que vous, le public, devenez plus curieux. Soyez prêts à découvrir du contenu original. À l'époque où YouTube avait émergé, les vidéos sur les mangas et les animés explosaient parce que cette passion retrouvait de nouvelles popularités. Mais aujourd'hui, ce média est devenu tellement mainstream que presque tout le monde connaît. Et avec cette popularité, de nouveaux médias ont émergé comme les webtoons, les light novels ou les manhwas. Autant d'opportunités pour des contenus innovants. Je pense sincèrement que tous les types de contenus qu'on a vus dans cette vidéo peuvent coexister. Il suffirait juste que la visibilité soit mieux répartie entre les créateurs. Et là, je m'adresse à vous, le public. C'est vous qui avez le pouvoir de dicter les tendances. Parce que oui, certains créateurs vont essayer de vous manipuler pour atteindre leur objectif, tandis que d'autres veulent juste partager leur passion. Vous savez, le parasocial, tout ça. Donc vous qui regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je sais que vous n'êtes pas nombreux. Merci à vous. Vous avez le choix. Est-ce que vous voulez rester sur des valeurs sûres ou prendre le risque de découvrir quelque chose de différent? Le pouvoir est entre vos mains.